Donc Antoine Gabory, Journal du Palais. Vous avez eu une réunion le 15 juin avec Elisabeth Borne, Emmanuel Vargon et Bruno Le Maire, qui était annoncée en tout cas. Quel est le résultat de cette réunion? Est-ce que le gouvernement s'est engagé sur des propositions, sur vos propositions? Alors, c'était donc la réunion dont je parlais tout à l'heure, c'était la cellule de crise donc, sur les matériaux du BTP, donc sur la hausse des prix et la pénurie sur ces matériaux du BTP. Oui, on était une petite douzaine d'intervenants et d'invités au niveau des fédérations, donc évidemment notre fédération et la fédération des travaux publics. Donc là-dessus, c'était vraiment pour lancer une réflexion, une médiation, une cellule de crise sur ce thème-là. Donc la première des choses, ça a été une satisfaction. J'allais dire, enfin, cela se fasse. Ce que je disais tout à l'heure, depuis le 3 février, la fédération avait commencé à alerter non seulement ses adhérents, mais les pouvoirs publics. D'ailleurs, c'est écrit dans notre journal Bâtiment Actualité, le 3 février, il y a, attention, hausse inhabituelle, inédite des matériaux, dont l'acier. Et finalement, malheureusement, c'est allé crescendo jusqu'à fin mai. Fin mai, Bruno Le Maire est intervenu personnellement en ministre de l'économie en nous disant je vais tout faire pour prendre une mesure qui est le gel des pénalités de retard sur les marchés d'État. Mais effectivement, il a fallu finaliser cette réunion du 15 juin pour qu'il nous annonce 3 mesures principales. La nomination du médiateur national Pierre Pélouzet, que j'ai revu hier matin, d'ailleurs, conseil de crise, pour essayer de trouver des solutions au niveau du secteur, en amont comme en aval, c'est-à-dire nos clients comme nos fournisseurs. Deuxième chose, organiser une cellule de crise. Alors, c'était assez rapidement, finalement, ce qu'il a proposé en septembre, finalement, elle a eu lieu hier, donc c'est bien mieux, sous notre pression, donc le 30 juin, 15 jours après. Cellule de crise où là, on analyse vraiment, secteur par secteur, toutes les remontées qui peuvent remonter dans du terrain, sur tous les agissements non vertueux, à la fois des clients, mais à la fois des fournisseurs, ce que je vous ai dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos clients, ce sont aussi les collectivités publiques et les marchés publics. Et là-dessus, il veut fortement agir pour que ces recommandations de gel des pénalités de retard, par exemple, soient appliquées sur tous les marchés publics. Donc ça, c'est plutôt positif. Et la troisième chose, c'était ça. Donc, médiation, cellule de crise. Et la troisième, gel des pénalités de retard sur l'ensemble des marchés, non seulement d'État, mais l'ensemble des marchés publics. Voilà ce qui a été proposé à cette première réunion. Évidemment, c'est un premier geste, un premier coup de pouce pour le secteur, mais nous avons posé sur la table 4 propositions bien claires. Sur les 4, eh bien aujourd'hui, après ces propositions, en médiation, oui, c'est une avancée. Cellule de crise, oui, c'est un rendez-vous régulier qu'on avait demandé, donc on ne peut pas dire que ce soit des avancées extraordinaires, bien que ce soit dit et écrit, c'est plutôt pas mal. Mais nous demandons le gel des pénalités de retard sur l'ensemble des marchés, pas que public, privé aussi, comme ce qu'il y a eu l'année dernière, qui a été fait par le gouvernement par ordonnance. Donc que ce soit un décret, une recommandation, une ordonnance, ce que l'on veut, en tout cas ce soit effectif. Nous demandons qu'en cas de pénurie avérée et donc blocage des chantiers, parce qu'on estime à 20 à 30% des chantiers qui pourraient être touchés par la pénurie de matériaux, donc que l'activité partielle soit prise à 100% par l'État, comme l'année dernière avait été prise pendant 2 mois et demi, 3 mois et demi, pardon. Donc nous voulons aussi sur un laps de temps, peut-être jusqu'en octobre, peut-être un peu plus loin, que si les chantiers sont arrêtés, nos entreprises ne tombent pas dans la loi commune sur l'activité partielle, c'est-à-dire payent 40% du salaire du modèle, mais soient pris en charge totalement par l'État. Et sur les prix, nous voulons d'abord une indexation sur nos indices bâtiments, d'ailleurs qui sont calculés par l'INSEE, hein, donc on ne peut pas dire que c'est nous qui bidouillons quoi que ce soit, c'est l'INSEE qui déclare ça, et que sur ce delta d'augmentation inédit et imprévisible, ce delta d'augmentation calculé par CBT sur chaque chantier touché soit un crédit d'impôt pour l'entreprise
et qu'en cas, donc crédit d'impôt, en cas de résultat négatif, et ça c'est la quatrième position, résultat négatif de l'entreprise sur 2021 ou peut-être 2022, par un système que l'on appelle aujourd'hui carry-back, que l'on puisse imputer ses pertes sur les 3 années précédentes, à partir du moment où il y a eu bénéfice. Bon, effectivement, si l'entreprise fait des pertes en 2021 et en a fait en 2020, 2019, 2018, ça va être difficile, évidemment. Mais on veut sauver les 99% autres. Donc voilà, qui est ce crédit d'impôt aussi. Mais qui soit libéré quasiment au mois le mois pour la trésorerie de nos entreprises, qu'on n'attende pas de payer une partie d'impôt sur société ou un remboursement éventuel sur les acomptes, qui se passe habituellement, et qu'on n'attend pas l'année prochaine pour avoir, si vous voulez, ce crédit d'impôt éventuel. Donc voilà les 4 propositions que l'on fait, qui sont réalistes, qui ont été chiffrées, effectivement, qui risquent, malheureusement, si cette pénurie et ce drame arrivent dans notre secteur, commence à arriver malheureusement, voilà, soit pris en charge par l'ensemble de la filière, mais ça ne suffira pas. Il faut que l'État intervienne. Alors quand vous dites que ça a été chiffré, ça représente quelle part pour l'État et pour la Entre 2 et 3 fédération milliards d'euros. Sachant que le plan de relance de l'État sur l'année dernière et cette année, parce que ça court sur 2 ans, étant de 100 milliards d'euros, le bâtiment en lui-même en a reçu 7 milliards. Ce n'est pas de l'argent supplémentaire, c'était de l'argent qui aurait été à peu près dépensé en une année normale, bon, puisqu'on a parlé de rénovation énergétique, c'était à peu près ce qui était donné en 2018, c'était à peu près ça. Mais peu importe. Prenons juste les 100 milliards d'euros, 7 milliards pour le bâtiment pur, et 7 milliards c'est 7%. 7% c'est notre PIB. Donc oui, merci, c'est sympa, mais on ne va pas non plus trop en faire. Voilà, donc, on a bénéficié de la part qui était réservée au bâtiment, c'est très bien. Après, il faut dire merci quand il faut le dire, pas merci. Il faut dire que oui, on a été aidé par le gouvernement avec le chômage partiel en 2 mois et demi, 3 mois, évidemment. Oui, on a eu les PGE, mais qu'il va falloir rembourser. On donné quoi, mais ça nous a bien aidé. Quasiment pas eu de défaillance d'entreprise l'année dernière. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui, merci, on a reporté les charges fiscales et sociales, mais qu'il a fallu rembourser. Donc le bâtiment a montré sa grande force, ce mot à la mode, sa grande résilience. Un des secteurs, le plus gros secteur, qui a embauché en 1 an 50 000 salariés de plus que le premier jour du confinement. Donc ça montre aussi la force et la volonté de nos entreprises, mais aussi de nos salariés qui ont su travailler en toute sécurité grâce à notre guide de préconisation. On a été le premier secteur à sortir notre guide de préconisation. On a l'impression de l'avoir attendu longtemps, ce guide de préconisation, mais en fait, le confinement, c'était le 17 mars à midi. On l'a eu prêt le 2 avril. Donc c'est vrai qu'il y a eu 15 jours, mais le premier secteur à avoir sorti son grand guide de préconisation, chamboulé par les 5 ministères. Une seule organisation salariale qui a signé, mais c'est la plus importante dans le secteur de la CFDT, et signé par l'ensemble des organisations patronales, et ce qui nous a permis de remettre l'orteil, le gros orteil, le pied et les 2 pieds sur nos chantiers en toute sécurité. Et ça aussi, ça a prouvé voilà, aussi cette force au niveau du bâtiment. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un coup de pouce supplémentaire. On ne demande pas ça sur 10 ans et d'être subventionné. On ne demande pas la PAC du bâtiment sur les 50 prochaines années, comme certains autres secteurs. Ce qu'on demande, voilà, c'est que sur quelques mois, on soit écouté, entendu, et qu'on ait sûrement besoin d'un coup de pouce, sûrement. C'est pas sûr, puisqu'il faudra trouver aussi ces pénuries, les augmentations de prix, on les a trouvées, ça commence à tomber, on sait où on est. Et voilà. Donc on a besoin de ce coup de pouce pour montrer à la nation entière, le gouvernement en particulier, qu'on peut continuer à progresser et à embaucher surtout au niveau de l'emploi. Est-ce que vous avez une visibilité sur l'augmentation des matériaux, sur les pénuries de matériaux? Malheureusement non. Hier, il y avait des industriels. ArcelorMittal, quand on les interrogeait au mois de février-mars, nous disait « Oh, le pic doit arriver juin-juillet ». Finalement, pas du tout.
donc tout ce qui est acier, tout ce qui est produits, métaux et tout ça. Le bois, c'est pire, ça a été multiplié par 2, multiplié par 3 sur certaines voies de structure et autres. Le PVC, c'est plus 30%, la peinture, plus 20, plus 25, j'en oublie. En tout cas, tous les secteurs, tous les corps d'état de notre secteur sont touchés. Et le problème, c'est que, oui, on a dit, bon, normalement, d'ici le mois de septembre-octobre, vous devrez voir en tout cas les prix stagner et commencer à redescendre. Mais est-ce que c'est un super cycle? Par exemple, sur le bois, il y a une demande mondiale très très forte, tout le monde veut construire en bois, nous aussi en Europe de plus en plus. On est très inquiet voilà, sur certains secteurs. Donc on n'a pas une grande visibilité et nous les entreprises, quand on n'a pas de visibilité, c'est un peu comme le Covid les premiers jours, ça nous stresse beaucoup. Et donc on freine un petit peu, on freine sur les embauches, même si on a beaucoup de boulot à l'instant T. Moi le premier, je voulais embaucher un mec ou deux, je voulais embaucher un apprenti de plus. Je suis un peu anxieux sur la suite, optimiste, mais anxieux sur les prochains mois, en tout cas. Et donc ça freine un peu partout. Les entreprises qui aujourd'hui, compte tenu qu'ils prennent des chantiers qui seront à perte demain, qui le savent, recrutent le chantier. On commence à le voir. Des entreprises qui recrutent le chantier, vraiment. Qui ne commencent pas les chantiers, ça coûte moins cher que de le commencer et de mettre les 2 genoux à terre dans 8 mois, 6 mois ou 1 an. Des chantiers qui seront désertés faute de matériaux. Donc c'est pour ça qu'il faut cette médiation, surtout dans le privé, pour arriver à des situations qui ne soient pas explosives. Voilà. Et donc, moi hier, en conclusion, quasiment, j'aurais dit, il y a un truc dont on ne parle pas, mais on va passer d'une économie croissante, en tout cas en ce qui nous concerne, dans le bâtiment, plutôt positive. On va régler, j'espère, le problème du logement neuf, la construction neuve, pas que le logement d'ailleurs. Mais on va tomber dans une économie plutôt croissante, dans une économie de pénurie, de manque, c'est une économie de guerre. Et pénurie de guerre, l'économie de guerre, c'est quoi? Et vous allez le voir, hein, c'est la tricherie, c'est la débrouille, c'est la fraude, c'est travers des tâches illégaux qui vont se pointer parce qu'on les paiera des trucs l'opinette, on les paiera certains entrepreneurs non vertueux, ou certains qui ont déjà quasiment la gorge tranchée qui vont tomber. Donc pas de rentrée fiscale, on va tricher sur les matériaux, travailler noir, etc. Sous-traitance en cascade, etc. Un peu n'importe quoi. Et je dis, c'est ce qui va vous arriver. Et là, les technos, même ceux de chez eux, même ceux qui ont fait Sciences Po, l'ENA et HEC en 3 semaines, ils ont dit, ah oui, c'est vrai, ça risque d'arriver ça. Ben oui, c'est pas risque d'arriver, c'est peut-être déjà là. Ah oui, mais c'est moins de rentrée fiscale, ah ouais. Donc, peut-être que vous allez dépenser 2-3 milliards d'euros, mais peut-être que vous allez en gagner 10, 15, 20 derrière. Et quel moyen a la FFB d'agir justement là-dessus vous parliez tout à l'heure dans les recommandations que vous faites aux régions sur le travail dissimulé, sur les moyens, c'est nos 50 000 adhérents, nos 106 départements, fédérations départementales, nos 15 fédérations régionales, cette puissance du terrain qui représente les 2 tiers des salariés, 800 000 salariés. Donc cette force-là, oui, l'embauche, la prévision d'embauche, la prévision de formation, le social, toutes ces choses-là, c'est ça qui marque. Donc je ne parlais pas de moyens, je parlais plus de moyens de contrôle justement sur le travail dissimulé, sur les sous-traitances en cascade et tout ça. Alors là, pas de double discours. Moi, je suis président du département, président de région et national, bien sûr, pas de double discours. On est contre les fraudeurs. Tous les fraudeurs, il faut mettre autant de radars qu'il y a sur les routes aujourd'hui. Avant, on roulait à 120, 130, 140, 150. Quand c'était à 90, on se dépiquait une fois sur 100. Bon, il faut des contrôles, mais des contrôles le soir, le week-end, et pas venir dans les bureaux climatisés. Il faut aller sur le terrain et voir ce qui se passe. C'est la FFB qui a créé la carte BTP, grâce à François Rebsamen aussi, qui a beaucoup aidé à l'époque, la création de cette carte-là. Carte BTP, aujourd'hui, il y en a 1 500 000 en fonctionnement. Et ça tombe bien parce qu'on est à peu près 1 500 000 salariés BTP en France. Ce qui veut dire que les entreprises ont été ultra vertueuses, et les salariés aussi, qui ont tous leur petite carte dans leur poche, et ça va être mieux dans quelques semaines, j'espère, ils vont l'avoir directement là-dessus.
dématérialisé. Et ce que je dis, alors déjà, quand ils avaient leur carte, ils disent ouais, on va la perdre, on va la mettre dans la poche, tout ça. Moi, j'ai un système, vous avez tous à peu près des protections sur votre iPhone, et ça, vous ne le perdez jamais. C'est sûr. Donc vous la mettez derrière, et le jour où on voit la demande, vous l'avez. Ça va être encore mieux, parce qu'ils vont l'avoir là-dessus. Et je peux vous dire que si on devait faire des statistiques entre le taux de gens qui perdent des papiers officiels et le téléphone, ça c'est 0,0000%. Ouais, et le reste, donc on le voit. C'est faciliter le contrôle immédiat des gens qui sont présents sur le chantier. C'est ouvert aux contrôleurs du travail, mais c'est ouvert aussi aux maîtres d'ouvrage qui peuvent tout à fait contrôler. Vous savez, on a une application là-dessus qui existe. On flash code la carte de nos gars, ça nous met du rouge ou du vert. Ça ne va pas nous donner, évidemment, tout son pédigré, on n'a pas le droit. Hein. La RGPD est passée par là et c'est normal. Mais en tout cas, comme ça, monsieur Intel, votre carte, elle n'est pas bonne. Ah, mais écoutez, je crois qu'il y a un problème. Donc, déjà, on peut contrôler comme ça. Déjà, c'est la première des choses. Il n'y a pas assez de contrôle en France. Il faut qu'il y en ait un peu plus. Là, pas de nouveau discours de la fédération. Chaque fois qu'il y a des problèmes et des gros problèmes, chaque fédération les signale déjà, un, et deux, se porte partie civile lorsqu'il y a des procès. Pas de double discours, c'est très clair. Et là, d'une façon historique, ça fait 6 mois qu'on le porte, notre bâton de pèlerinage tournait tous les ministères, tout le monde, encore mercredi dernier, Madame Borne a dit mais comment ça, ça n'a pas pu être passé au Parlement et tout ça, et je dis mais non, ça glandouille, je ne sais pas ce qui se passe. C'est historique. La FEB a demandé depuis 6 mois l'interdiction de la sous-traitance en cascade à plus de 2 niveaux. Et voilà, en général, tout le monde voit comme ça, bon, la FEB dit ça, oui, parce qu'à partir du moment où il y a le 3e, 4e, 5e ou plus niveau, c'est forcément qu'il y a un loup, forcément qu'il y a la fraude, forcément qu'il y a des prix, il y aura des pâquerettes, et donc, voilà. Et donc, le dernier, il va trichouiller un peu, ou vraiment frauder. Voilà. Et ça, c'est pas le cas déjà dans les marchés publics parce que non, c'est open, ça n'existe pas. Ça existe si et seulement si la collectivité publique le demande. Nous avons fait une action il y a un mois auprès du président des départements de France, Dominique Bussereau. Nous avons proposé cette mesure, plus d'autres, comme par exemple, et ça ils le peuvent individuellement dans les collectivités, ça a un peu à voir, hein, c'est prendre en insertion les contrats d'apprentissage lors de la première année. On insère beaucoup de monde, mais en plus, on voudrait que ce soit pris à l'intérieur. Ça boosterait encore un peu plus l'apprentissage. Donc là, voilà. Et ça, on est en train de le voir, le véhicule. On l'a proposé au groupe Modem qui l'a présenté, mais il y avait un truc qui n'allait pas, machin, etc. Tout le monde est d'accord. Tout le monde trouve que c'est très bien, et ça va. Ça bloque à Bercy, pourtant Bruno Le Maire est d'accord, mais certaines technologies disent ah ouais, mais si, il y a ça, ça. Vous savez ce qu'ils ont peur? Que ça puisse être étendu à d'autres secteurs. Et nous on dit non. Nous, il y a des lois qui sont spécifiques bâtiment, BTP, pardon. C'est la loi 1975, je ne sais pas quoi, quelque chose, c'est pas grave. Ils sont spécifiques. Nous, on le veut dans le cadre de cette loi. On ne parle pas pour l'IMF, pour France Industrie, qui eux, effectivement, l'avion va sous-traiter la Caroline, qui va sous-traiter les hublots, qui va sous-traiter les sièges, qui va sous-traiter le... Peut-être. Nous, on n'est pas dans ce secteur. À partir du moment où nous, il y a 3 intervenants, c'est-à-dire le titulaire qui sous-traite à une personne, qui sous-traite à une personne, on a vu tous les cas de figure, ça doit suffire. Je suis allé voir les artisans, les TPE, les PME, les ETI et nos grands groupes, nos majors. J'étais un matin en petit déjeuner avec le président de Vinci Construction. On a dit c'est super ce que vous proposez. Nous on est d'accord. Donc on a eu un blanc-seing aussi de nos plus grands groupes. Au début, je pensais qu'il y aurait peut-être une négociation, vous voyez. Et donc là-dessus, ça c'est du contrôle, ça c'est une proposition pratique, pragmatique faite par la FEB, qui est la seule à la faire. Chez nos petits copains d'à côté sont en train de préparer un truc qui sera encore plus restrictif, mais c'est nous qui l'avons posé sur la table, tout le monde le sait, le gouvernement le sait. Et voilà, et là-dessus, c'est ça aussi lutter contre le travail frauduleux. Marché privé, marché public, tous les marchés. Voilà. Donc là-dessus, on espère que ça passe. Là, ça peut discuter au mois de juillet, on espère, on a mis sur la table. Si
c'est pas le modem, eh bien, ça sera les en marque. Si c'est pas les en marque, ça sera les LR. Si c'est pas les LR, j'en sais rien, on s'en fiche. Mais en tout cas, il faut que ça soit porté. Et tout le monde est d'accord. On aura 100% des voix. Quoi. Je veux dire, donc, voilà, truc français pour encore accélérer. Petite chose sur justement ces règlements, on a élaboré une charte, nous, ici en région, sur une bonne pratique de la commande publique, qui traite les offres anormalement basses, qui permet d'éliminer une offre qui est complètement anormalement basse, à condition que ça soit dans le cahier des charges, bien spécifié. Et ça traite aussi des sous-traitances en cascade, qui est limité à 2. Et quand il y a une entreprise générale, c'est un plus. Et ça, c'est déjà figé, on l'a, c'est signé par le préfet, c'est signé par les collectivités, notamment la région, qui l'a signé en premier, puisque ça a été élaboré avec la région. Donc c'est possible. C'est possible, mais ce n'était pas obligatoire partout. Et c'est pour ça qu'on veut que ça soit figé partout. Au niveau national. Alors justement, vous parlez de la région. Est-ce que vous estimez, on parle beaucoup des fonds européens sur la rénovation des bâtiments, rénovation énergétique. Est-ce que, selon vous, en fait, le travail de la région sur les fonds européens, et notamment aller chercher les fonds européens avec la fédération régionale, est suffisamment avancé aujourd'hui? Sur la région, typiquement... je ne vous demande pas de proposition pour ou contre. C'est la parole à Bernard. Oui. Mais juste en introduction, sur l'ensemble des régions françaises, les fameux plans de relance, les fameux 4200 projets qu'il y avait sur l'ensemble des régions étaient plutôt pas mal répartis. Et surtout, il y avait, j'ai oublié le chiffre, 75% ou 80% des marchés qui étaient en dessous de 100 000 euros. Ce qui veut dire que c'était accessible aux plus petites entreprises. Et puis il y avait des marchés à 15 000, 20 000, 30 000. Voilà. Donc ça, il y avait des très gros marchés d'hôpitaux, rénovation, voilà, tout ce qui est public, des choses comme ça, évidemment, maisons de retraite et tout, gros trucs, 15 millions, 20 millions d'euros. Mais il y avait aussi beaucoup, les 3/4 des marchés étaient accessibles à nos plus petites entreprises. Je pense qu'en région de Bourgogne-Franche-Comté, c'est le cas. Alors, c'est vrai que là-dessus, j'en ai déjà discuté avec le préfet, il y a mes collègues qui sont là, le département, qui vont peut-être aussi intervenir, mais cette manne financière qui est mise à disposition des collectivités locales, aujourd'hui sont en train de monter des projets, ils ne sont pas encore totalement ficelés, ou on attend des subventions, de l'acceptation des subventions à l'échelon européen, régional, et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'il y a, c'est que nos entreprises aujourd'hui sont peu consultées encore sur ces nouveaux projets. Et ce que je crains vraiment, c'est qu'au mois de septembre, tous ces projets-là soient aboutis et qu'on consulte et qu'on ait des consultations massivement au niveau de nos entreprises. Et on ne pourra pas tout répondre. Et ça va être un gros sujet, la rentrée. Et moi, je suis très inquiet là-dessus parce qu'on peut avoir le plan de relance qui s'enclenche. Et puis aussi, les industriels vont aussi investir à ce moment-là, parce qu'eux-mêmes ont reçu des plans de relance, et tout va se cumuler. Et là, oui, du personnel, parce qu'ils vont pas en retrouver. J'avais encore une réunion avec Pôle emploi en région avant-hier. On en discute, on est en train de se préparer à tout ça, et c'est pas évident du tout. Et la rentrée, elle va être chaude entre les augmentations de matériaux, comme disait Olivier, qui sont exponentielles, plus ça qui risque d'arriver. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de visibilité. Et ce qui bloque un petit peu l'embauche aujourd'hui. Justement, comme je viens à M. Savon, vous avez parlé dans un article récemment au début du mois de juin, je crois que vous aviez eu une réunion avec l'ensemble des fédérations, vous avez parlé des problèmes de l'emploi, en précisant qu'un tiers de l'emploi, un tiers des personnes, en fait des candidats n'étaient pas formés, que d'autres n'avaient rien à faire là. Pardon. Avec notre convention avec Pôle emploi. Voilà. Alors, comment est-ce que vous envisagez, vous avez notamment parlé d'un guichet unique. Est-ce que c'est une chose qui va se mettre en place au niveau du bâtiment, en région ou au niveau national? Alors, on a signé les conventions avec Pôle emploi régional, il y en a plein qui sont signées depuis des mois et des années, et ça tombe plutôt pas mal.
Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment pareil, sanctifier tout ça. Et on a signé une convention avec Pôle emploi après des échanges avec Elisabeth Borne, la ministre du Travail, mi-janvier. Et il était dit que Pôle emploi allait tout faire pour favoriser le secteur du BTP en général, qui était prévu pour une croissance, j'allais dire forte, une croissance réelle, et donc on aurait besoin d'employer des gens. La première des choses auxquelles on pense, la formation, évidemment, nos jeunes, nos moins jeunes, nos personnels et autres dans d'autres secteurs, les jeunes adultes réorientables. Hein. Aujourd'hui, c'est plus une anecdote. Dans vos boîtes, comme moi, des jeunes 30-40 ans, oui, 30-40 ans qui voulaient changer de métier, qui voulaient passer au concret, qui s'ennuyaient devant leur écran. C'était une anecdote il y a quelques années. Moi, depuis, j'avais une personne de l'AFPA qui passait par là en stage de mois chez moi. Aujourd'hui, j'en ai 4, 5, 6 qui me demandent des stages à l'année. Je me dis, oh, il y a un phénomène qui est en train de se faire. Vers nos métiers, tant mieux, on veut les rendre plus attractifs. Ça, c'est une autre question sur la com, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais le principal truc, c'est, ben oui, on appelle pour l'emploi pour voir si. Mais ça fait des années qu'on n'y croyait plus. Donc, Madame Borne, qui part rigolote quand elle veut, a exigé de son directeur qui était à ma gauche, là, à notre table, je veux qu'avant la fin du mois, toutes les agences pour l'emploi, enfin, que toutes les fédérations de la Fédération française du bâtiment soient appelées, les dom-toms compris, pour leur dire qu'on a monté une structure spéciale DTP, qu'on veut les rencontrer, on veut les aider. Bon, déjà c'est pas mal. Je peux vous garantir que moi qui voyage maintenant beaucoup et qui vois beaucoup de départements même qui viennent ou à la Fédé, je pense que dans les bons 2 tiers des départements, peut-être plus, cette relation a été construite et les premières réunions ont été faites depuis début janvier. J'ai des remontées plutôt positives et il faut le dire quand ça fonctionne. Il faut le dire, on a assez tapé sur Pôle emploi pour dire waouh, il y a des ouvertures, allons-y. Et les fameux tiers dont vous parlez, c'est ça. La première des choses qu'ils ont fait au mois de décembre, janvier, avant de signer la convention, c'est de repeigner tous les fichiers, de les balayer. Et on avait raison sur mon chiffre. 450 000 personnes sont inscrites à Pôle emploi, en catégorie, les 2 premières catégories. Mais ils se répartissent en 3 tiers. Le premier tiers, c'est des gens qui se sont inscrits à Pôle emploi, coche bâtiment parce qu'ils ont enfoncé un clou et ils ont accroché un câble dans leur vie. Les bricolos, bon, voilà. Mais ceux-là, ils ne sont pas perdus pour l'emploi, il faut repasser par des cellules d'insertion, des choses comme ça. Ils sont trop loin de l'emploi, ils ne savent pas, ils sont perdus, d'autres ils sont un peu. Voilà, ils seront très, très difficilement employés. Mais on ne les oublie pas et on veut les insérer. D'accord ? Les deuxièmes, ceux-là ils bossent déjà. Ils sont tous aux intérims pratiquement, ou alors ils ont des contrats très peu, des CDD, mais en tout cas, il y en a très peu dans notre secteur, moins de 10%. Donc, ils travaillent 80% du temps, 90% du temps, et puis ils arrêtent. Quand ils veulent aller en vacances, on touche la prime de précarité, machin, mais ils sont encore inscrits à Pôle emploi, donc ils sont encore suivis par Pôle emploi, et ils ont un complément de salaire quand ils ne travaillent pas tout le monde. Cela, il va falloir essayer de les mettre au boulot à 100%, mais ça va être aussi à se dire, mais ils sont déjà chez nous. Et après, il y a les troisièmes, 150 000 quand même, qui, eux, ont eu un accident de la vie, un accident professionnel, une boîte licenciée, une blessure, un problème personnel, ont changé de région, ont suivi leur conjoint, leur conjointe. Et ceux-là, ils sont un peu entre 2 zones. Ils ont 4, 5 mois, 6 mois de chômage, ils disent, voilà, ça va vite, j'ai plus que 6 mois, ou alors qui se sont fait licencier, ou qui ont fait des ruptures conventionnelles pour faire autre chose. Et finalement, ils se disent, ben, ouais, finalement, je ne sais pas, ouais, il va falloir que je vous propose. C'est sur cela qu'il faut vraiment mettre le paquet. C'est sur cela qu'on met le paquet aujourd'hui. Moyennant une formation de quelques semaines, allez, même s'il y a 2-3 mois de formation, ils sont réemployables assez rapidement dans le secteur du bâtiment et à tout niveau. Ce n'est pas que des manœuvres, hein. C'est des ouvriers qualifiés, ouvriers supérieurs, avec bac pro, et même quelques-uns, pas énormément, mais quelques, qui sont bac plus 2 et qui sont capables d'être dans nos bureaux d'études, des chargés d'affaires, des dessinateurs, donc, qui habitaient à Périgueux, qui sont venus à Dijon, et à Dijon, se sont dit, bon, je vais prendre 2-3 mois tranquille, le temps d'arriver, tout ça, et qui aujourd'hui se disent, non, il faut que je trouve un emploi. Voilà.
Donc là, il faut vraiment travailler là-dessus. On a de gros espoirs avec Madame Borne, justement, peut-être pas de nous ramener les 150 000 que l'on voudrait, mais si on peut en compter plusieurs dizaines de milliers, là, quand on en a besoin, c'est-à-dire qu'on avait des besoins, on en a besoin aujourd'hui à l'instant T, j'espère qu'on va sauter cet obstacle du matériau le plus possible. En tout cas, fin 2021, début 2022, on en aura besoin, c'est sûr. Parce que, avec ce qui nous attend en rénovation énergétique, si l'État, comme dirait l'autre, met un peu de pognon dedans, plus si on arrive à redébloquer la construction neuve et les permis de construire, en balayant un petit peu l'artificialisation des sols, en étant plus malin pour transformer aussi d'autres secteurs, les secteurs des bureaux en logement, etc. Je suis très optimiste. Je pense que notre secteur a 10-15 ans de boulot devant lui pour être même plutôt bien traité. Une marge catastrophiquement basse. On est le pays du G20, donc le pays des 20 pays les plus industrialisés au monde, où la marge du bâtiment est la plus basse, les 2%, donc on est toujours en fragilité. On va faire en matériaux 50% en coût, donc moins d'investissement, moins de quiétude, voilà, investissement en industrie. Donc même sur les personnels, on hésite parce qu'on ne sait jamais comment on va être mangé en fin d'année, etc. Donc là-dessus, on a compris, c'est un gros travail qu'on va faire d'organisation aussi, pour retrouver un peu de marge dans le secteur. Et justement, est-ce que les entreprises du bâtiment aujourd'hui ont les moyens en termes de temps, en termes de personnel, de former des gens? Parce que vous parlez de secteur tendu, donc quand vous allez arriver en fin d'année, vous avez beaucoup de demandes, est-ce qu'on a le temps de former des gens justement? On en a pris 50 000 là. C'est pas 50 000 qu'on avait perdu, hein. C'est 50 000 de plus, on les a bien trouvés quelque part. Donc oui, la formation initiale marche, il faut trouver des apprentis, on les a un peu délaissés entre les années 2010 et 2014 au cœur de la crise. Voilà. Et ça a duré, la courbe recommence à monter en 2017-2018. Voilà. Et 3 ans qu'on embauche beaucoup plus d'apprentis, tant mieux. Mais on les a un peu délaissés, donc voilà, il manquait d'entreprises, il y avait des jeunes, et aujourd'hui c'est un peu le contraire. Donc il faut prendre des apprentis, c'est ce que je dis. Ensuite, il y a tout ce qui est formation, je disais tout à l'heure, des jeunes adultes qui veulent changer de secteur, ceux-là il faut les accueillir. Pôle emploi, c'est aussi un facteur, oui, il n'y a pas une solution. Moi je dis souvent, dans comme ça. Voilà. Et par exemple, l'opération que l'on a lancée là, des 15 000 bâtisseurs, qui a bien réussi il y a 3 ans, puisque nous allons chercher et proposer des contrats de CDD, de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation, mais aussi des CDI directement, à des personnes qui sont dans les quartiers dits difficiles. Et les quartiers dits difficiles, il y en a partout. En région Bourgogne-Franche-Comté, il y en a aussi, il n'y a pas qu'à Paris. Je suis dans la petite ville de 30 000 habitants, il y a 2 quartiers qui sont QPV. Donc il faut aller chercher les jeunes là, certains qui sont un peu désœuvrés, qui manquent de confiance, aller aussi, et ça en toute franchise, aller chercher les réfugiés en situation régulière, parce que le bâtiment depuis des millénaires a toujours été une terre d'accueil économique pour la planète entière, et avec plaisir, qui s'installe ici, etc. Donc c'est ce que l'on veut faire. On est aidé en ça par le Pôle emploi, par les GEC, dont vous parlez dans la voiture. Les GEC aussi sont très sur l'insertion, vont aussi dans ces quartiers-là nous chercher des jeunes. Et on veut réussir cette opération que j'ai signée il y a 3 mois avec 3 ministres, Elisabeth Borne, Emmanuel Vargon et Nadia Haye, de la politique de la ville, pour essayer d'en faire plus que 15 000. Ma langue a un peu fourché, je suis désolé, je ne sais pas, je devais être midi moins 10 et je devais avoir faim ou soif. J'ai dit, ouais, alors les 30 000 bâtisseurs, non, les 15 000. Alors là, les 3, elles étaient mortes de rire, on va dire. Monsieur le Président, vous avez dit 30 000. Donc, nous avons fait 30 000. Je leur dis, écoutez, je pense que dans le laps de temps qu'on s'est donné, je pense que c'est fortement réalisé. En 3 mois, on a déjà créé 5 000 contrats de professionnalisation, d'apprentissage ou d'embauche dans ces quartiers-là. Donc, logiquement, voilà. Vous voyez, c'est hyper diversifié, il n'y a pas qu'une seule solution, et en combinant tout ça, dans la vie, ça va être difficile, on va être en tension de main-d'œuvre à un moment, mais surtout ne pas que certaines de nos entreprises
adhérents ou pas, qui seraient, avec le couteau sous la gorge, qui seraient tentés d'aller frauder 2-3 trucs, parce que là, on sera intransigeant là-dessus. C'est vraiment sauver notre système social dans le bâtiment qui est connu et reconnu. Et donc, le GEC, c'est la structure d'insertion de la Fédération du bâtiment, hein, puisque c'est elle qui l'a créée. Et aujourd'hui, on marche avec. On est en relation permanente avec la région, avec Pôle emploi, et notamment le responsable Pôle emploi national, le directeur de Pôle emploi national régional, il est responsable du national, au sein du bâtiment. On a des représentants, on se voit régulièrement au sein de la région. Et je peux dire quand même qu'on travaille de mieux en mieux ensemble. Et on essaye, bien sûr, il peut y avoir des couacs dans une partie de la région, mais on essaye vraiment de les résoudre. Et on a vraiment un vrai partenariat. On a encore une réunion début de semaine, en termes des réunions aussi un peu plus déportées dans les départements, avec les responsables des départements, pour que ça marche encore mieux. Mais il y a une vraie volonté de Pôle emploi et il y a une vraie volonté politique régionale sur l'emploi. On a vraiment travaillé main dans la main. Alors, ça ne fait pas tout le temps. Et sur l'insertion, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'insertion aussi, que dans nos marchés publics, les clauses d'insertion, ça c'est important aussi, concernent les apprentis, c'est-à-dire lorsqu'on signe un premier contrat d'apprentissage, que ce soit considéré aussi comme une clause d'insertion. C'est valorisant pour l'entreprise, c'est valorisant pour le jeune aussi. Et donc, voilà, ça permettra aussi de réaliser toutes ces actions. Alors, comme tu le disais, ça peut être dans des chartes, comme vous avez signé, des conventions. Il y en a un peu partout en France, mais ce n'est pas généralisé. Ah oui, donc c'est pas généralisé, et donc on peut le faire, c'est ce qu'on a dit aux présidents des départements et aux présidents des régions. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Ici, c'est assez vertueux en Bourgogne-Franche-Comté. La région le fait tant mieux. Mais ça ne se fait pas partout. Donc on veut que ce soit vraiment réalisable. Ça va booster aussi l'apprentissage. Et ça ne va pas freiner l'insertion, parce que si on a besoin de salariés en plus, vous inquiétez pas. Moi, j'ai des gars qui sont passés, qui étaient vraiment en insertion limite, voilà, qui ont changé de métier et tout ça, qui sont passés par le GEC et qui aujourd'hui qui sont en CDI chez moi depuis 10 ans. Ma dernière question concernera la communication. Vous parliez tout à l'heure de la communication justement sur les métiers du bâtiment. Vous avez l'intention de monter visiblement une opération de communication importante. Elle consiste en quoi exactement? Alors, moi j'avais prévu, et ce qui a commencé à être réalisé, de structurer le pôle communication de la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, il y a une présidente de la communication à la FFB, qui est membre du COMEX, qui est Marie-Ange Guéramont, c'est la présidente régionale de la Nouvelle-Aquitaine. 2, d'avoir une vraie direction de la communication au sein de la FFB. Donc nous avons notre directive de la communication qui a été nommée depuis l'automne. 3, de commencer à embaucher pour investir beaucoup plus. Il y a une amorce, normalement, il y avait une amorce, beaucoup plus les réseaux sociaux. Ça fait maintenant 6 mois et demi, c'était le 15 décembre, on a embauché un community manager qui, au quotidien quasiment, donne les informations de la Fédération française, les avancées, les choses qui se font réellement sur 4 réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc il y a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus importante. J'espère que vous avez tout ça. Des réseaux sociaux comme ça, où vraiment on montre ce qui se fait avec des petites vidéos qui s'adressent, vous avez compris, à changer, pas à changer, à montrer l'image du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas que un gars qui pousse la brouette, un premier temps je l'ai à la télé sur BFM, derrière moi il y avait un gars qui pousse la brouette dans la boue devant une bétonnière avec un truc à déchets qui dégueulait du plastique. J'ai dit non, ça existe ça, pitié quoi. Et la séquence d'après, il y avait un pauvre gars qui était dans une tranchée avec une pelle et une pioche. Comment voulez-vous qu'on change l'image et qu'on montre réellement ce qu'on sait faire, que le bâtiment est beaucoup plus innovant, qu'on utilise des drones, qu'on utilise des trucs. Voilà, arrêtez, qu'on fait de la 3D, qu'on a de la chantier, du lead, tout ça. Vous sciez les gens, quoi. C'est pas la peine que j'ai un discours optimiste, positif, si derrière moi, les gens ils vont retenir que ça, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'était la première chose. On a communiqué, alors sur l'innovation, on a fait notre première journée d'innovation.
cette année, le 15 avril, à la station F, un truc de start-up, il y avait les start-up du bâtiment pour changer aussi cette image aussi. Et là, c'est presque un scoop parce que ça va être validé tout à fait en septembre par les instances. Mais on va lancer une grande campagne de communication avec petits films, grand public. Oui, peut-être un dimanche soir avant le journal de TF1, il y aura, même si c'est plus trop le média que regardent les jeunes, mais il faut aussi que leurs parents, leurs profs, l'ensemble de la société voient aussi ce qui se fait aujourd'hui en bâtiment. On a déjà commencé par toute une série de petits films. Nous avons une commission intelligence artificielle. Donc, par toutes ces choses-là, on voit que ça évolue, qu'on a évolué déjà depuis quelques années, mais il faut qu'on le montre aujourd'hui pour attirer évidemment des gens et valoriser des gens qui ont envie de faire quelque chose de leurs mains, que ce soit du traditionnel, rénover à la fois Notre-Dame, mais aussi peut-être avec des drones pour aller voir et faire des métrés à 100 mètres de haut, et ça aujourd'hui on le fait dans nos CFA BTP. J'ai visité celui de Rouen il y a 3 semaines, les jeunes ils mettent avec des drones, un truc de fou qu'on ne penserait même pas, voilà. Créer toute cette communication ciblée, générationnelle certes sur les jeunes, mais en tout cas sur l'ensemble de la société. On a pris exemple, et je l'ai souvent dit, rappelez-vous, on s'en souvient tous des publicités sur l'armée-terre il y a 3-4 ans, où on voyait les mecs, les filles, ça, qui étaient bien, qui étaient aussi devant leur ordinateur, avec une vision de nuit, les drones qui étaient de partout, machin. Ce que je disais, ça me donnait presque envie d'aller passer un week-end à l'armée de terre pour le week-end. Mais ça a changé l'image. Le fameux, et ça devient un peu Marie Tournelle, on se fout un petit peu de moi, mais je l'assume, les fameux Top Chef. S'il n'y avait pas eu Top Chef, meilleur pâtissier, il n'y aurait jamais eu 500 000 jeunes qui s'inscrivent tous les ans à l'entrée du CFA pour faire pâtissier ou cuisinier. Alors c'est dur après ceux qui s'aperçoivent que le métier est très difficile. Mais c'est pas grave, il y a cette volonté-là. À nous aussi de montrer les bâtiments innovants, de montrer des choses qui sont Top Chef de chantier, voilà. Meilleur menuisier, le meilleur plombier, le meilleur maçon. Je dirais, mais en fait ça existe déjà. Ça existe déjà, c'est nos fameux Olympiades des métiers, les WorldSkills. Je ne sais pas si vous êtes à l'étude de formation. Et donc, dans nos Jeux Olympiques à nous, les WorldSkills régionaux ou nationaux, mais vous allez voir des jeunes modernes, même si modernes étant dans le 18, qui ont envie, qui sont motivés, qui ont la gagne, qui ont la âme, qui sont bien dans leur temps, qui sont motivés comme des fous, qui sont experts. Et cela, c'est nos jeunes nanos, entre 18 et 22 ans. C'est ces gars et ces filles en formation, et je crois qu'il faut vraiment y aller. On a la chance un petit peu aussi, parce qu'on va bien se positionner là-dessus, on va beaucoup communiquer. Les Jeux Olympiques, les WorldSkills 2024, ont lieu à Lyon. Et pareil, la séance d'ouverture et de fermeture et de clôture vont avoir lieu au nouveau stade de Lyon, et puis c'est Gerland, ou l'autre, je ne sais plus. Devant 80 000 personnes. Et ça aussi, ça prouve que c'est du très haut niveau, qu'on valorise ces métiers-là, et que travailler avec ses mains, créer des choses, là, c'est ultra valorisant, mais tout en étant aidé par la technologie d'aujourd'hui. Les drones, les exosquelettes, les 3D, l'imprimante 3D aussi. Quoi. Ils en ont même une là, enfin même, tu vois, ils en ont une au CFA de jeunes. Les jeunes travaillent là-dessus. Et je peux vous dire, ils ont une fierté. Dans des locaux qui sont, on dirait, l'université, ils ont appelé ça campus des métiers. C'est pas c'est un apprentissage. S'il faut changer quelques termes, c'est la sémantique, mais c'est pas grave. Mais ils sont fiers. Le campus des métiers. On y dort, on y loge, on y travaille. Ils ont des trucs de fou, des terrains synthétiques pour un sport et du rugby. Voilà, je crois qu'il est le temps aujourd'hui de passer la ligne supérieure et de montrer que nos métiers peuvent être attractifs pas pour tout le monde évidemment, mais pour une grosse frange de la population, du non qualifié jusqu'à l'ingénieur, puisqu'on gère aussi, on co-gère des instituts supérieurs, comme le STP ou autre. Il faut qu'on soit un peu plus communicant, vous avez raison. C'est une école de renom. On va peut-être arrêter là. Oui, c'est bon, merci. On va poursuivre la deuxième partie de